Merci de votre fidélité sur Gay Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore à ce jour pour des informations sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis Youssouf Kibingila pour cette présentation. Dans ce studio de Gay Afrique Télévision, la télévision panafricaine, je reçois Jenin Touali, un journaliste et chercheur avec qui on va dialoguer, on va parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, de tous ces affrontements qui ont été signalés depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Jenny, bonjour et bienvenue de nouveau sur Gay Afrique Télévision. Merci David, je vous dis également bonjour, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent, l'attention qu'ils manifestent justement sur cette chaîne pour en savoir beaucoup plus sur tout ce qui se passe, bien sûr. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, il faut tout simplement préciser que la situation sécuritaire ne rassure toujours pas. Voilà pourquoi nous revenons pour apporter notre contribution, pour donner les idées, pour aborder aussi toutes ces questions avec des décryptages, pour que les uns et les autres comprennent, pour que ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir sachent ce qu'ils doivent faire pour justement rassurer cette population, que la paix est entrée des retours, surtout parce que nous ne cesserons jamais de les dire, tant qu'on aura tous ces déplacés autour de nous, le mal sera toujours profond. Gay Afrique Télévision au cœur des investigations pour des questions sécuritaires. On en parle aujourd'hui de ces affrontements qui ont été signalés depuis les dimanches, Monsieur Jenny. Ça vous fait quoi de voir que depuis les dimanches, aujourd'hui nous sommes vendredi 13 septembre 2024, il y a toujours des affrontements signalés, une chose que vous avez toujours décriée depuis longtemps. Ça vous fait quoi de voir toute une semaine les affrontements se font entendre et les armes ne se font pas peur et que plusieurs sources confirment que les rebelles du 23 sont sous le fait de FARDC? Je ne peux pas je ne peux pas plutôt décrier cela parce que pour moi je trouve ça normal de voir qu'il y a toujours les affrontements parce que depuis l'avènement du soi-disant M23, et pourtant nous connaissons tous que l'armée rwandaise qui est en train d'agir militairement sur le sol congolais, j'ai dit non, c'est normal parce que c'est vrai, les FARDC ou voire même les groupes d'autodéfense sont là pour défendre leur pays. Et le pays est menacé, on ne peut pas juste laisser l'ennemi en train de faire dans le pays tout ce qu'il veut, parce qu'on respecte, je ne sais pas, de cesser les faits ou des histoires qui n'ont ni tête ni quai. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des affrontements, surtout à maintes reprises lorsque c'est l'ennemi qui attaque les positions des Wazalendo, des FARDC. On peut répondre justement à toutes ces attaques. Je pouvais dire c'est anormal si ce sont les Wazalendo ou l'armée congolaise qui est à l'origine de toutes ces attaques. Mais comme c'est l'ennemi qui attaque les positions de ces derniers pour les déloger, afin d'accroître son influence dans la zone, donc c'est normal que les Wazalendo, voire même l'armée, surtout les Wazalendo, parce qu'on a toujours des doutes si réellement l'armée est en train de se lancer dans les opérations. Parce que si réellement l'armée était entrée et dans ces opérations, moi je pense bien que les résultats seraient autres que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On allait peut-être assister à la conquête des nouvelles entités. Les Wazalendo ou l'armée allaient prendre d'autres entités. Mais comme aujourd'hui, ce sont les Wazalendo qui font toujours face à l'armée rwandaise, qui fait toujours face au M23. Voilà pourquoi nous sommes justement en train de voir en quelque sorte les statu quo. Où il y a les affrontements, les Wazalendo peuvent pousser l'ennemi, peuvent justement repousser l'ennemi. L'ennemi qui regagne son millier de provenance, sans pour autant qu'on puisse enregistrer des avancées sur les lignes de front. Voilà pourquoi nous pensons justement qu'il y a des statu quo. Pourquoi? Parce que l'ennemi, on ne le déloge pas comme on le voulait. Il y a des affrontements qui occasionnent toujours les déplacements massifs des populations. Mais comme les Wazalendo sont aussi limités, ne vous en faites pas, ils sont limités. Ils sont limités à quel niveau? Ils sont limités en ce qui concerne les effectifs. Les Wazalendo n'ont pas un effectif consistant qui peut leur permettre de repousser l'ennemi et de se constituer en force d'occupation. Ils peuvent déloger l'ennemi, mais comme ils sont bités aussi à de nombreux défis, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ne vous en faites pas. Et comme ils ne sont pas nombreux, ils sont toujours en train de se replier. Ils récupèrent une entité et ils se replient. Et là, nous condamnons
l'attitude des FARDC. Je ne suis pas ici en train de mettre en cause les efforts des militaires sur la ligne de front, les FARDC. Mais je mets en cause les commandements. Je mets en cause la hiérarchie qui a toujours donné les ordres à ces militaires pour qu'ils se lancent dans des offensives ou qu'ils se lancent dans des opérations militaires d'une manière générale. Donc, à un certain moment, vous allez vous rendre compte avec nous que les Wazalendo font face à de nombreux défis. Nonobstant justement les faits pour eux d'être toujours animés par cet esprit patriotique, nonobstant du fait pour eux d'être toujours aussi là prêts à défendre leur pays, mais comme ce sont des civils, c'est pas une armée conventionnelle, on voit toujours qu'ils sont limités. Mais malgré tout ça, l'ennemi n'avance pas. Ça veut dire si ces Wazalendo avaient l'appui des FARDC, ou si ces Wazalendo avaient aussi des ressources nécessaires, l'armement, la logistique, voire même les effectifs nécessaires, moi je pense qu'ils allaient faire mieux, qu'ils allaient même déloger l'ennemi sur certaines positions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais nous croisons les doigts tout en espérant que la suite sera beaucoup plus en notre faveur. Mais normalement, aujourd'hui, les armes devraient se faire taire sur les lignes de front. Ça, pourquoi que permettez, pourquoi on devrait observer plutôt les respects du cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu, on peut l'observer. De tout le parti. Je ne refuse pas le cessez-le-feu, on peut l'observer s'il est avantageux pour nous. Le cessez-le-feu au moment où les militaires rwandais se renforcent sur le sol congolais. Comment on va observer le cessez-le-feu? Le cessez-le-feu au moment où vous êtes attaqué. Comment on va observer le cessez-le-feu? Moi, je crois que le cessez-le-feu n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ce qui doit être fait sur terrain, d'abord quand vous vous sentez, quand vous êtes attaqué, vous devez vous défendre. C'est ce que les Wazalendo sont en train de faire. Et au-delà de se défendre, vous devez faire tout pour repousser la menace, pour que l'ennemi n'ait pas cette intention de venir vous attaquer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous saluons la prise de la colline de Ndumba aujourd'hui entre les mains de ces Wazalendo. Pourquoi? Parce que les Wazalendo devraient se rassurer que l'ennemi n'est plus sur des sites stratégiques qui lui pousse ou disons qui lui donne cette facilité d'attaquer les positions des Wazalendo. C'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi nous sommes en train de saluer cela. Et là, c'est une façon de repousser la menace. La menace aujourd'hui, elle est repoussée. Et vous-même, vous allez voir, Bouéremana ne sera plus attaqué par les M23 RDF comme ça a été observé tout au long de cette semaine. Donc nous saluons justement ce travail-là. Et voilà, le cessez-le-feu ne doit pas être respecté. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire non, nous nous inscrivons en faux par rapport à cette façon de laisser les FARDC dans cette posture, de respecter un cessez-le-feu qui n'est pas avantageux pour nous. Le cessez-le-feu a permis, bien au contraire, à l'armée rwandaise de se renforcer. Le cessez-le-feu a permis au M23 RDF de multiplier d'autres stratégies pour mener les assauts contre sur les positions des FARDC et des Wazalendo. Donc, inutile de parler de cessez-le-feu. Comme la trêve humanitaire, elle est aujourd'hui, nous la mettons dans une poubelle, nous la mettons aussi au passé, c'est comme ça que nous devons aussi considérer les cessez-le-feu. Voilà pourquoi, à un certain moment, c'est à nous d'être sérieux envers nous-mêmes. Pourquoi parler de cessez-le-feu et pourtant nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons comment est-ce que l'armée rwandaise est en train de mener les opérations. Et là, les gens ne parlent pas de la violation de cessez-le-feu par l'armée rwandaise. Aucune organisation internationale ne fustille cela. Mais quand il s'agit d'une réponse des Wazalendo aux attaques du M23, là les gens viennent pour condamner les Wazalendo. Là il y a les sanctions individuelles qui sont infligées à ces Wazalendo. Heureusement, les Wazalendo qui sont sanctionnés souvent par l'Union européenne, souvent par les États-Unis, ce sont ces Wazalendo qui ne connaissent même pas l'Europe, qui n'ont pas de biens en Europe, qui n'ont pas de biens aux États-Unis. Donc, je ne sais pas à quoi est-ce que vous pouvez les condamner, et pourtant vous connaissez qu'ils n'ont pas des avoirs aux États-Unis, qu'ils n'ont pas des avoirs en Europe. Donc, ça tombe dans l'eau, toutes ces sanctions. Voilà pourquoi moi je pense à encore une fois renforcer l'esprit patriotique de ces Wazalendo. Comme ils se sont vus sanctionnés, ils ont dit l'impérialiste nous sanctionne. À nous de répondre sur terrain aux sanctions de ces impérialistes. Et voilà pourquoi aujourd'hui les Rwandais, aujourd'hui les soi-disant M23 enregistrent des pertes énormes dans l'air. Hein. Alors vous l'avez sûrement signalé, mesdames et messieurs, pour certains de ceux qui sont en train de nous suivre, et c'est la première fois de suivre Gueule Afrique Télévision, nous appelons à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo, mais également à émettre vos pensées dans la barre de commentaires. Qu'est-ce que vous pensez
de cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette guerre qui a aujourd'hui plus de 30 ans et qui a déjà ravagé plus de 12 millions de personnes de la nationalité congolaise qui ne sont plus aujourd'hui vivants parce que la rébellion du M23 qui porte aujourd'hui la tenue du M23, hier c'était CNDP. Mais c'est Jenny, ça change toujours. Non, c'est la même équipe. Ça change toujours, ouais, c'est la même équipe. C'est la même équipe, mais qui change tout simplement des varèses, qui change des maillots. C'est la même équipe. Depuis 97, donc 96 disons, avec l'avènement de l'AFDL, ce sont les mêmes acteurs. Vous allez voir les Makenga, les Kazarama, hein, les Bertrand Bissimois, ce sont les mêmes figures qui sont toujours là pour... Aujourd'hui, c'est Nanga au top. Ouais, Nanga, ça sera peut-être une autre personne. Nanga n'est pas au top, ne vous en faites pas. C'est une marionnette qu'on met tout simplement là-bas. Mais celui qui est à la manette, c'est Paul Kagame. C'est lui qui mène tout. Et aujourd'hui, Museveni est en train aussi de jouer un rôle très important. Il faut faire attention. Donc, vous avez Museveni, vous avez Kagame. Les mêmes figures, depuis 96, ce sont les mêmes figures qui sont revenues. En 98, avec les RCD, ce sont les mêmes figures qui sont revenues. En 2007, tout juste après les élections, avec les CNDP, et là on se souviendra toujours des gens comme les Laurent Kunda, les gens comme les Gilles Mouteboutsi. En 2009, ce sont les mêmes personnes qui se sont retrouvées à l'hôtel Iousi, ici à Goma, pour conclure des accords, les fameux accords du 23 mars 2009. Et puis, en 2012, ce sont les mêmes figures qui sont revenues et aujourd'hui, ils reviennent. La différence aujourd'hui est que nous voyons l'armée ougandaise, nous voyons l'armée rwandaise agir d'une manière active, sans pour autant se voiler la face en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a des avancées, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est en train de se présenter visiblement sur le sol congolais. Mais dans tout ça, ce qui doit nous caractériser, c'est la prise de conscience. Ça ne sert à rien que la population prenne conscience, mais de l'autre côté, les gens qui sont censés nous conduire, qui sont censés justement conduire ces peuples vers le salut, ne prennent pas conscience. Là, je vois beaucoup plus nos autorités qui sont dans autre chose. Ben, comprenez, ils nous ont parlé, il y a justement... Il faut savoir qu'ils ne dorment pas suite à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le président de la République a été clair sur cette question. Il ne faut pas tromper l'opinion, s'il vous plaît. Le président ne dort pas, ok. On a vu la réunion qu'il a tenue, la réunion interinstitutionnelle. Le président de la République, les parlements, avec les deux présidents des deux chambres, la première ministre qui a représenté les gouvernements, et le président des cours et tribunaux. Et là, c'est bien sûr le président Kamoleta, le président de la cour constitutionnelle. Ils se sont retrouvés, mais je ne pense pas que la question sur la situation sécuritaire du pays a été au centre de toutes ces discussions. Ils ont parlé économie. Comment on peut asseoir une économie? Comment on peut stabiliser l'économie sans pour autant avoir le contrôle sur toute l'étendue du territoire national? Le pays est menacé. Vous nous parlez que la guerre fait à ce qu'aujourd'hui l'économie ne soit pas stable, mais on vous retrouve en train de discuter sur la situation économique du pays. Comment expliquer? Est-ce qu'on nous parlons une chose et son contraire? Mais il y a toujours des mécanismes, et là, les gens... monsieur Jenny, il y a toujours des mécanismes. Quel mécanisme? Citez-moi un seul. Lesquels? On parlait du processus de Luanda, on parlait du renforcement de capacités. C'est le processus de Luanda. Attendez. C'est le processus de Luanda qui nous a amené ce qu'on appelle aujourd'hui cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est le fruit du processus de Luanda. Vous nous parlez du... Vous parlez des renforcements... On parle des renforcements des capacités de FARDC. Cette capacité, où est-ce que vous la trouvez? Vous mettez en, dans le respect de vous mettez en cause les efforts de FARDC? S'il y a les efforts, nous voulons les voir sur le terrain en train de combattre les M23, les militaires rwandais, les militaires ougandais sur le sol congolais. On ne peut pas parler les renforcements des capacités des militaires et puis nous respectons les cessez-le-feu. Pensez-vous, M. Jenny, s'il vous plaît? Où est ces renforcements? Vous la trouvez? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous pousse? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il y a renforcement des capacités des FARDC? Ça, c'est l'armée congolaise qui a toujours fait. Où est-ce que vous avez vu cela? Monsieur Jenny, non, on ne peut pas quand même tromper l'opinion. Pensez-vous aujourd'hui qu'il n'y a pas l'équilibre sur les deux fronts, militaires et diplomatiques? Il n'y a pas d'équilibre. Les FARDC ne sont pas en train de se battre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce que nous observons, c'est qu'il y a une intensification des opérations, disons, du processus, du front diplomatique, où on peut voir les gouvernements congolais, toujours dans les histoires de Luanda,
qui n'arrive plus à nous convaincre. Nous, personnellement, nous voyons le gouvernement congolais aussi mener les balais diplomatiques. Comment ça n'arrive pas à vous convaincre pendant que plusieurs personnes estiment que le fait que Kagame s'est représenté comme à la place de M23, c'est un pari gagné pour la RDC. Kagame admet qu'il est derrière la rébellion du M23. Ouais, comment ça ne vous convainc pas? Ça a changé quoi? Non, permettez, parce que je dois essayer un peu de vous poser ces questions, bien que vous n'êtes pas là pour me répondre. Mais c'est très important parce que nous devons clarifier l'opinion. Vous dites, Kagame s'est présenté seul à Luanda. Bon, ok, il s'est présenté, mais qui ne savait pas que c'est Kagame qui nous agresse? Non, attendez. Il avait jamais, M. Jenny, il n'avait jamais confirmé d'une manière formelle. Les rapports des experts des Nations Unies nous ont montré noir sur blanc que le Rwanda est impliqué activement. Même l'Ouganda. C'est que le gouvernement congolais n'a jamais dit, le gouvernement congolais ne parle pas de l'Ouganda. Les experts des Nations Unies nous ont dit que les gouvernements rwandais, non, les militaires rwandais et les militaires ougandais sont en train d'agresser la République démocratique du Congo à sa partie est. Vrai ou faux? Ils l'ont dit. Alors, voir Kagame se présenter à Luanda, ça change quoi sur le terrain? Et c'est la présence de Kagame sur la table des discussions, bon, lui ou son ministre, sur la table des discussions à Luanda, ça nous a permis d'obtenir les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. La réponse est non. Alors il ne faut pas... Ils sont dans les processus. Ils sont dans les processus. Le gouvernement congolais, s'il vous plaît, le gouvernement congolais a été clair à cette question. Monsieur Mouyaya a été clair sur cette question, disons qu'ils sont dans les processus de retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais avant cela, qu'est-ce qui intervient en premier? Entre les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais et la mise en place d'un plan de neutralisation des FDLR. Quelle est l'opération qui vient en premier? Pourquoi vous ne voulez pas? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si aujourd'hui, permettez. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Voilà. Et ces gens, nous leur devons beaucoup de respect. Ces gens, nous devons clarifier tout ce que nous sommes en train de dire ici. Ça va? Voilà pourquoi moi j'ai dit entre les deux. Quelle est l'opération qui vient en premier? Selon le gouvernement congolais. Oui, selon les porte-paroles, parce que vous les citez. C'est la neutralisation des FDLR. Un alibi, il faut pas aussi ignorer que c'est un alibi de Kagame. En quoi c'est là? C'est là manifeste aujourd'hui, M. Jenny, que ce que Kagame réclamait, on essaie un peu de lui présenter pour voir si au moins il va se retirer s'il est sur le Congolais. Vous croyez toujours à la bonne foi de Paul Kagame? On continue toujours à croire à la bonne foi de Kagame. C'est ça que vous pensez? Mais le même Kagame, le président Félix Tshisekedi disait qu'il lui a poignardé dans le dos. C'est le même Kagame qui vous présente, qui présente sur la table des discussions justement un préalable, qui est celui justement d'avoir un plan de neutralisation des FDLR. Et nous acceptons cela. Mais en retour, on devrait aussi obtenir de Paul Kagame les retraits de ses troupes sur le sol congolais. Et puis, on va continuer avec toutes les discussions pour aboutir à un accord de paix. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais Kagame savait justement qu'en retirant ses troupes sur le sol congolais, ça sera la fin de cette guerre. Les populations vont regagner leur domicile, les FARDC vont encore une fois restaurer ou disons réinstaller l'autorité de l'État dans toutes ces parties aujourd'hui qui sont sous occupation de l'armée rwandaise. Et c'est ça la crainte de Kagame. Parce qu'il sait, si une fois il retire ses troupes, ça sera la fin de cette guerre. Parce qu'il sait que la M23 n'existe pas. Il a peur d'être joué comme en 2012? Non, en 2012, il n'a pas été joué comme tel. Mais en 2012, les M23, il y avait déjà comment dire, il y avait déjà cette division d'abord parce qu'il y avait l'aile Ntaganda et l'aile Makenga. Et le gouvernement de l'époque, sous Joseph Kabila, avait profité de cette situation pour mener les opérations de grande envergure contre ces derniers. Mais aujourd'hui, parce qu'on n'a pas une diplomatie qui peut convaincre, même vous mettez en cause, comment oui, vous pouvez mettre à l'époque, loin de moi, vous pouvez mettre en cause toute une équipe qui travaille là-dessus. Non, Kaikwamba se donne, président Tshisekedi se donne. Là, vous citez les noms. Vous citez les noms. La diplomatie d'un pays, là, vous parlez en général, est gérée par tout un corps. Conduite d'abord par les premiers citoyens du pays, de la République, qui est le président de la République. Voilà pourquoi on vous dit, il y a des ministères qui sont... les ministères régaliers, bien sûr, qui reviennent justement
ça revient au choix du chef de l'État, le président de la République lui-même, de mettre les gens qu'il veut, sans pour autant avoir des... consentement du parti politique, cour constitutionnelle. Ouais, le président les fait lui-même. Et parmi ces ministères, nous avons aussi les affaires étrangères. Donc, le président de la République doit lui-même mener ses diplomaties. C'est vrai, la ministre des Affaires étrangères peut jouer ses rôles, mais la différence aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, par rapport en 2012-2013, c'est qu'on a une diplomatie qui ne rassure pas. En 2012, la diplomatie congolaise avait obtenu les retraits des troupes rwandaises, à l'époque qui se faisait toujours appeler M23, qui étaient à Goma. On leur avait demandé de se retirer à 20 km de la ville. C'est pour ça qu'on les avait vus au niveau des 3 antennes, en quelque sorte, au nord de la ville de Goma. Et après, il y a eu maintenant les opérations. Donc, le gouvernement congolais avait cette fois-ci, cette époque-là, pendant ce temps-là, avait obtenu ça grâce à une diplomatie qui était agissante. Voilà. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est bien le contraire. Donc, nous n'arrivons toujours pas à avoir une diplomatie malgré toutes les voix qui montent au créneau pour dire nous devons faire ça, nous devons faire ça. Mais c'est comme si nous ne sommes pas écoutés. Voilà, mesdames et messieurs, pour certains, comme je l'ai dit au départ de cette émission, c'est la première fois de suivre Gay l'Afrique Télévision. Nous vous appelons à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à partager la vidéo, mais également de mettre vos avis dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre? Monsieur Jenny, je ne sais pas si je vous capte bien. Donc, le fait déjà que nous avions commencé les processus de Luanda, tant que nous n'avons pas encore réussi le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, cela ne vous rassure pas que la diplomatie va gagner cette guerre? Moi, j'aurais aimé voir, au travers justement ces processus de Luanda, qu'on obtienne les retraits des troupes rwandaises. Donc jusque-là, la République démocratique du Congo n'a rien gagné dans ces processus. Mais bien au contraire, le Rwanda, lui, trouve encore une fois une réponse. Quand les Rwandais vous parlent des FDLR, ce ne sont pas les FDLR de 94. Les FDLR aujourd'hui pour les Rwandais, ce sont ces Wazalendo. Si vous ne le savez pas. Ce sont ces Wazalendo. Indirectement, le gouvernement congolais... Ces Wazalendo représentent une menace pour le Rwanda? Ça représente une menace pour le Rwanda parce qu'il n'arrive pas à mettre en place, à exécuter son plan, qui est d'occuper l'Est de la République démocratique du Congo. Non seulement occuper l'Est sur le plan militaire, mais installer des populations inconnues. Et exploiter cette partie du pays économiquement. C'est ça l'objectif du Rwanda. Donc, les Rwandais ne parlent plus, les FDLR que vous voyez, ce ne sont plus des FDLR de 94, parce qu'ils ne sont plus actifs. C'est FDLR de 94. Les FDLR que les Rwandais sont en train de parler, ce sont ces Wazalendo qui mettent à mal l'application de son plan. Ils sont en train de lui freiner. Et pourtant, ce sont des patriotes. Et le gouvernement congolais a accepté de neutraliser, a accepté, disons, de mettre en place un plan de neutralisation des FDLR. Les FDLR que le Rwanda est en train de parler, ce sont les Wazalendo. Les gens qui se sont constitués. Mais cela n'a pas été signalé, peut-être cela se cache juste la politique. Oui, il y a ce qu'on appelle les dessous des cartes. Les noms dits, ça existe. Pour Kagame, c'est comme ça. Même à Luanda, ce qu'on ne vous dit pas. Je crois que même la ministre des Affaires étrangères, la Mineta de la République démocratique du Congo, connaît ça. Parce qu'aujourd'hui, on considère tous les groupes d'autodéfense comme étant les résidus d'FDLR. Et ces groupes d'autodéfense se sont constitués en VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des Congolais qui ont jugé pour défendre leur pays. Mais pour Paul Kagame, lui, il les voit comme... Il leur colle la casquette de FDLR. Et nous venons cautionner cela. Est-ce que vous vous rendez compte du danger qui se présente? Vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de mettre aussi sur terrain? Même si les Wazalendo qui sont en train de nous aider aujourd'hui, ces pauvres Wazalendo, ces pauvres citoyens, animés par un esprit patriotique, qui sont en train de défendre leur pays. Nous sommes justement en train de foutre en l'air le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et là, nous allons tout faire pour contribuer. Nous allons user de tous les moyens possibles pour que cela ne passe pas. Pour que ces jeux n'arrivent pas à être mis en place. Non, pour que ces plans-là, voilà. Pour que ces Wazalendo n'arrivent pas à être discrédités. C'est le jeu de Kagame. Et nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, mais nous ne pouvons pas aussi dire un mot de la fin sans parler, monsieur Jenny, vous aviez soulevé toute une petite question sur la question de la récupération de la colline de Ndumba dans les territoires de Massissi. Je rappelle que c'est après 9 mois, je précise, de combat sur cette colline que enfin les Wazalendo l'ont récupérée. C'est quoi le message à tous ces Wazalendo pour finir?
Bon, il n'y a pas grand-chose à dire pour ces Ouazalendo parce que du jour au lendemain, ils reçoivent toujours nos encouragements. Nous sommes justement d'accord avec le travail qu'ils sont en train de faire, mais comprenez, comme vous faites un travail de titan, aujourd'hui, les ennemis de la paix, les ennemis de la République commencent à s'apprendre à vous, chers Ouazalendo. Ça, il faut le préciser. Mais ce que nous pouvons leur dire, c'est de rester toujours concentrés. Comme ils bénéficient toujours du soutien de la population, ils ne doivent pas désarmer. Ils ne doivent pas baisser les bras face à ces envahisseurs, face à ces ennemis. Voilà pourquoi nous les encourageons encore une fois. Et surtout, ce qui doit être fait, c'est que les Ouazalendo doivent être renforcés. Le gouvernement est en train de faire sourd oreille lorsqu'on leur demande d'armer les Ouazalendo. Il faut les armer, ce sont des civils. Armer ces gens-là. Voilà. Et puis, la population doit aussi continuer à renforcer ces mouvements. Qu'il y ait d'autres jeunes qui peuvent intégrer justement ces mouvements de Ouazalendo pour qu'ils aient aussi un effectif consistant. Enfin, même si une fois on déloge l'ennemi, qu'on arrive aussi à se constituer en force d'occupation. Merci beaucoup, Monsieur Jenny. Nous vous disons merci. Nous sommes à la fin de cette émission. On vous dit merci d'avoir participé. Merci d'avoir accepté notre invitation encore sur Gay Afrique Télévision. C'est à moi aussi de vous dire merci, cher David. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. La situation sécuritaire dans l'est du pays reste préoccupante. J'étais Youssouf Okebingila David pour cette présentation. Je récite Jenin Toali qui est journaliste chercheur. Dans l'est de la République démocratique du Congo, nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout parmi les 26 provinces de la RDC. Merci de nous choisir. Merci de vous abonner, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification. Bonne journée chez vous sur Gay Afrique Télévision. À la prochaine pour d'autres actualités.